Merci d'être venus aussi nombreux. Vous êtes extrêmement nombreux. C'est sympathique, ça fait peur, mais c'est sympathique. Merci d'avoir attendu aussi longtemps pour être à cette conf. Je sais que vous avez dû subir d'autres confs avant, des confs hier. C'était pas toujours jojo, j'en suis bien conscient, mais en tout cas, vous êtes là maintenant. Et ça fait suffisamment plaisir parce que ça risque d'être pire. Donc, alors, moi je suis venu pour vous parler de ceci, un titre assez évocateur qui dit « Ne mourrez pas idiot, faites des jeux vidéo » ou « Comment devenir meilleur en créant des générateurs de débiles ». Alors, pour commencer, je tiens directement à vous le dire, je vais utiliser pas mal de préjugés, je vais utiliser pas mal de grosses ficelles, tellement grosses que ça ressemble à des cordes à nœuds. Donc voilà, on va se moquer, ça va piquer peut-être dur pour certains. Et quand je dis on va se moquer, évidemment c'est moi qui ai le micro, du coup c'est moi qui vais me moquer et je risque de me moquer de vous. Alors, voilà, vous avez le droit de me détester, il n'y a pas trop de soucis, je le vis relativement bien. Sachez juste que déjà je vous aime parce que vous avez un très très bon choix de talk et je trouve ça très très sympathique. J'espère conserver la plupart d'entre vous. De toute façon, dans quelques secondes, on va fermer les portes, on va les bloquer, comme ça vous ne pourrez plus sortir, on sera ensemble pendant au moins 40 minutes. Donc, et comme j'ai un micro, c'est moi qui parle le plus fort, donc au moins c'est moi qui devrais peut-être gagner. Bref, tout ça pour dire que ne vous vexez pas, s'il vous plaît, si jamais je touche des trucs sensibles. Ne pleurez pas si vraiment j'approche vraiment la vérité. C'est toujours un peu gênant. Et normalement, ça devrait bien se passer. Donc, en effet, j'utilise des gros mots. J'utilise par exemple idiot, débile ou jeu vidéo, des trucs qui font relativement peur, des trucs qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser. Mais c'est encore une fois pour utiliser ces clichés, pour utiliser ces préjugés et pour essayer de vous rendre meilleur dans votre job. Et quand je parle de votre job, je parle des métiers du web et des métiers de l'IT, des jobs chiants en général. C'est un parti pris que je fais de me moquer de vous. On va commencer très simplement parce qu'en fait, vu de notre fenêtre, à nous, développeurs de jeux vidéo, vous faites partie du monde sérieux, de l'informatique sérieuse et vous êtes des gens sérieux. En fait, vous êtes extrêmement sérieux. Vous vous en rendez pas compte à l'intérieur de vos startups de la Silicon Valley de Tourcoing, mais vous êtes extrêmement sérieux, vraiment. Et pour commencer, parce que évidemment j'ai préparé en bon professionnel cette conf il y a à peu près 1 heure, je vais vous passer une petite vidéo, histoire de gagner un peu de temps, histoire qu'on gratte un peu sur les 40 minutes qui me sont accordées. Donc je vous demande un peu d'attention et je vous reprends tout de suite après. Évidemment, il n'y a pas de son. Et c'est bien dommage. Je ferais bien une remarque sur combien vous avez payé les places de Blaine. Mais... Merci, mais je ne l'ai pas fait. Une petite... Un gros bisou à Laurent Cantet et Johnny l'espère. Moi, c'est Christian. Et vous savez quoi? Ce matin, j'ai vraiment la niaque. J'ai la pêche. Comme tous les matins, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'au fond de moi, je suis un winner. Par exemple, cet été au ping-pong, j'ai remarqué que j'aimais bien être number one. Ici, à la Cogip, c'est comme au ping-pong. Sauf que les balles sont des dollars et que les raquettes sont des dossiers. Quand j'arrive le matin sur les coups de 7h, 7h02, je suis comme un fou. Je m'éclate. C'est ce que j'appelle ma symbiose corporate. Je suis dans ma boîte et ma boîte est à l'intérieur de moi. Et je peux vous dire que là-haut, ils apprécient ça énormément. Eh bien, au revoir. Alors c'est fini alors? Eh oui, vous êtes virés. Ah d'accord. Comment dire, j'ai adoré bosser avec vous. Oui, moi aussi. Non, vraiment, vous êtes super, je vous aime. Ouais, je sais. Voyez, ce pauvre type est complètement dans le vrai. Oui, j'adore bosser avec moi. Et je vais même vous dire un truc qui va vraiment vous étonner. Je mets la barre tellement haut que parfois même moi je m'impressionne. C'est complètement hallucinant. En fait, je m'impose un tel contrôle qualité que je suis arrivé à un niveau de 0 défaut. Bref, je suis un excellent produit. Il est un excellent produit. Alors, cette image est suffisamment gênante pour que je vous la laisse encore quelques secondes. C'est assez perturbant. Alors voilà, alors pourquoi on parle de Christian le winner? Parce qu'en fait, Christian, c'est vous. Alors, vous ne vous appelez pas tous Christian, j'en suis bien conscient, mais vous avez quand même des gros traits avec Christian sans forcément vous en rendre compte. Encore une fois, les préjugés, les trucs comme ça, vous vexez pas, ça va bien se passer. Donc, qu'est-ce qu'on remarque chez Christian? Premièrement, il a un swag de ouf.
Donc voilà, les gens du web, les gens de l'IT, vous êtes des gens sérieux, vous êtes des gens en cravate, vous êtes des gens en costard et vous êtes des gens à chemise. Notez que la cravate est optionnelle, car évidemment, comme tout le monde le sait, vous êtes relativement open. Donc le vendredi, c'est un peu Friday wear, on fait un peu les fifous et on fait complètement sauter la cravate. Ce qui est plutôt cool, ça vous rend carrément rock'n'roll. Du coup, on note aussi que Christian a quand même une sacrée BX. Donc du coup, ça flambe grave au volant de sa nouvelle voiture. Tout ça pour dire que Christian a les moyens de se payer une BX. Ça veut dire que ça palpe quand même pas mal dans le web et dans l'IT. Et ça, c'est assez impressionnant. Mais malheureusement, Christian sourit beaucoup trop. Hein, on sent qu'il y a une vraie blessure à l'intérieur de Christian. Il a un truc qui est brisé et qui est très triste. Et on sent une vraie souffrance. C'est peut-être parce que c'est le 4e burn-out depuis le début de la semaine. Mais voilà, c'est assez triste. Et bizarrement, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est lié au 4e point. Au fait que Christian est condamné à développer des logiciels de compta en Fortran. J'espère que personne ne fait de service de compta ici. Donc voilà, vous l'aurez compris, on fait des trucs chiants et des technos chiantes. Bienvenue dans le web, bienvenue dans l'IT. Voilà, c'est comme ça qu'on vous voit, nous, techniquement. Alors, en effet, des préjugés, il y en a aussi chez nous, hein, vous inquiétez pas, vous nous voyez d'une façon qui n'existe pas, et nous, on vous sublime d'une façon qui n'existe pas. Mais voilà, globalement, pour vous, vous êtes ça. Alors ouais, c'est un peu triste, et oui, je vous entends déjà me dire, ok, le mec, ça fait 10 minutes qu'il a commencé, il nous gonfle déjà, et en plus, c'est carrément pas vrai même d'abord, parce qu'on n'est carrément pas si sérieux que ça, et de toute façon, on est trop cool. Alors, pour appuyer un peu mon propos en bon professionnel, j'ai fait un tour, par exemple, sur le programme d'un cycle de conférences qui se passe tous les ans à Lyon. Et j'ai juste noté, gentiment, c'est un cycle de conférences sur le web et globalement sur l'IT, et j'ai juste noté quelques titres de certaines des conférences. Et c'était assez rigolo, parce qu'évidemment, on trouve des mots incroyables comme Figital. On parle pas mal de framework, de microservices, de design thinking et de trucs comme ça. C'est pas un jugement de valeur, hein, parce que ça j'ai juste pris que la journée d'hier, parce qu'aujourd'hui il y en avait encore pas mal. Mais c'est pas un jugement de valeur, parce que c'est des choses très bien, et j'ai été à certaines de ces confs qui sont intéressantes, même pour des... Non, ça pour le coup c'était pas du troll. Non, qui sont intéressantes même pour des gens qui ne font pas partie de votre monde, parce que je ne fais pas partie de votre monde. Ça me manque pas trop, mais tout ça pour dire que vous êtes tellement spécialisé dans ce que vous faites et tellement sérieux dans ce que vous faites que vous vous inventez des nouvelles façons d'être encore plus spécialisé dans ce que vous faites. Et c'est très bien d'être spécialisé. Et tout le monde essaye d'être le meilleur dans son domaine et tout le monde essaye d'être le meilleur dans sa partie et c'est une très bonne chose. Seulement, il ne faut pas oublier de regarder ce qui existe autour. Et il existe pas mal de choses autour qui peuvent vous aider à être encore meilleur tout en gardant un esprit un peu ouvert et un esprit un peu collaboratif. Mais bref, on s'est moqué de vous, c'était cool, on a fait un petit bingo juste avec une page parce que j'en avais en fait 3. Mais on peut aussi parler du jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est un monde que tout le monde connaît parce que à peu près tout le monde joue. C'est un monde qui est sublimé et pensé de façon assez étrange par les gens qui n'en font pas partie. Et j'ai bien envie de vous faire la blague de qui ici un jour s'est dit « Oh là là, j'aimerais bien faire du jeu vidéo », mais je ne la ferai pas parce que je sais que la plupart d'entre vous lèveraient la main. Et je ne la fais pas parce qu'en fait, si jamais ça n'arrive pas, j'ai l'air d'un gros loser. Et du coup, voilà, la plupart des gens se sont un jour dit « J'ai envie de faire du jeu vidéo », mais n'ont jamais osé le faire. Et ils n'ont jamais osé le faire, principalement à cause de différents préjugés. Et les préjugés que j'entends souvent et qui sont assez rigolos, c'est les deux premiers parce qu'ils sont liés et complètement débiles. C'est que le jeu vidéo, c'est un truc de graphiste. Et j'entends aussi énormément que le jeu vidéo, c'est un truc de programmeur. En fait, ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'on est formés tous dans nos domaines, qu'on soit graphiste, marketeur, programmeur, machin, à rester dans notre propre domaine de compétences. On a été élevé à l'école à rester entre programmeurs, on est élevé à rester entre graphistes et à faire des trucs entre nous, sans forcément aller chercher ailleurs. Du coup, moi, j'ai pas mal de graphistes qui viennent me voir en disant « Oh là là, j'aimerais bien faire un jeu vidéo, mais trouver un programmeur, c'est trop difficile, personne ne veut en faire. » Et à côté de ça, j'ai des programmeurs qui viennent me voir en me disant « Oh là là, on aimerait bien faire des jeux vidéo, mais les graphistes, ils sont trop bizarres parce qu'ils ne dépassent pas quand ils colorient. » En fait, le truc, c'est qu'on gravite tous dans nos sphères. Et ces sphères-là, on oublie de les faire rentrer en contact. Et on oublie d'aller voir ailleurs, et on oublie d'aller parler aux autres gens et savoir ce qu'ils font et de s'intéresser à ce qu'ils font. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que contrairement à vos métiers, ou de ce que j'en imagine, le travail des graphistes et des programmeurs peut être décorrélé, chez nous c'est très difficile.
parce que le programmeur, s'il connaît pas ses graphistes et si les graphistes ne connaissent pas ses programmeurs, enfin les programmeurs, ça devient très difficile de travailler ensemble et ça devient très difficile de faire un jeu. Bref, un autre gros préjugé, ça reste la complexité et l'inaccessibilité du jeu vidéo. Dans l'inconscient collectif, il faut avoir envoyé des fusées dans l'espace pour faire des jeux vidéo. Sachez que c'est faux. Je ne sais pas si vous savez, mais il y avait une jam qui s'est passée hier et cette nuit ici, fait pour la plupart par des étudiants, et c'est des étudiants que je connais bien parce que je leur donne des cours. Okay, alors ils sont très sympas, ils sont pas mal débiles, mais ils sont très sympas. Coucou. Mais c'est juste pour vous dire que si eux arrivent à faire un jeu en 24 heures, je vous assure qu'avec les compétences que vous avez déjà dans vos domaines, vous êtes capable d'en faire un en 3 minutes. Okay, ça n'a jamais été aussi facile aujourd'hui de faire des jeux vidéo, comme ça n'a sans doute jamais été aussi facile de faire ce que vous faites dans vos métiers respectifs. Parce qu'on a les outils, parce qu'on a la technologie, parce qu'on a la communication, parce qu'on a la documentation. Et vous n'avez aucune raison de croire que c'est complexe et difficile. Alors oui, il y a toujours la vieille rengaine de ouais, mais il y a des maths et de la physique. Alors, pour que ça soit clair, hein, parce que c'est filmé, donc on en profite, je suis une quiche en maths. Okay, ça fait 10 ans que je fais illusion dans ce métier. Okay, je suis une burne en maths. Donc, très honnêtement, il y a moyen de faire des trucs très facilement et même des trucs très complexes sans être un génie des maths. Et le dernier préjugé qui est sans doute le plus vrai, c'est celui sur la créativité. Sur le fait que la créativité, c'est extrêmement important, que oui, en effet, il faut beaucoup de créativité. En plus, de nos jours, la créativité, ça coûte de moins en moins cher, mais quand même, ça coûte un peu d'argent, et puis j'en avais plus, et puis c'est mon voisin qui m'en a filé. Alors, pour être tout à fait honnête, la créativité, si vous voulez commencer à faire du jeu vidéo sur votre temps libre, on s'en fout. Parce que, je ne veux pas vous spoiler un peu le délire, mais les premiers jeux que vous allez faire, ça va être de la merde. Globalement, ça va être extrêmement mauvais. Et c'est même pas plus mal, en fait, parce que sous prétexte de créativité, les gens vont chercher à forcément faire des jeux incroyables et des jeux très complexes. Sauf que quand on ne sait pas faire un jeu, c'est perdre beaucoup de temps pour pas grand-chose. Et c'est ajouter de la frustration. Justement, faites des jeux qui ne sont pas créatifs. Commencez par des jeux qui ne sont pas créatifs. Commencez par des jeux que vous maîtrisez, que vous connaissez. Des Tetris tout pourris, des Pong bancal, des trucs qui ne marchent pas, faites-les. Faites-les, mais ne cherchez pas la créativité. Parce qu'en plus, vous pourriez aller en prison. Bref, évidemment, tout le monde sait que le game développeur, quand même, est bien au-dessus, car on fait quand même vraiment partie de l'élite des développeurs. Bref, on a fini avec les préjugés, parce que les préjugés, c'était bien rigolo 5 minutes, mais on va parler un peu plus de vous. On va parler d'un truc qui me revient souvent chez vous, c'est le fameux duel productivité contre la routine. Bon, alors, encore une fois, hein, c'est toujours la routine qui gagne. Mais en gros, on vous demande d'être productif dans votre job. On me le demande dans le mien, je me le demande dans le mien. Si vous êtes indépendant, il y a de grandes chances que vous vous demandiez vous-même d'être productif. Et être productif, c'est quoi? C'est être efficace. Okay, on vous donne une tâche à faire en une semaine, on attend en fait de vous que vous la fassiez en 1 heure, sauf que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a un commercial qui en fait a négocié ça pour 1 semaine, alors qu'en fait ça prend 3 mois. Mais voilà, on vous demande de réussir à faire ça en 1 heure. On vous demande d'être efficace afin d'être productif. On vous demande aussi d'être force de proposition, parce qu'en plus d'être productif et d'être efficace, il va falloir que vous trouviez la meilleure façon de régler ce problème-là. On va vous donner une tâche, il va falloir la régler, et il va falloir la régler de façon élégante. On va vous demander d'innover. Et innover, ça veut dire que, voilà, on a un produit qui est cool, ça fait 4 ans qu'on a notre produit, ça fait 4 ans que ça tourne, c'est génial, mais ça serait bien de trouver un truc histoire d'anticiper avant de se faire bouffer par la concurrence. Et on va vous le demander à vous, alors que ce n'est pas forcément votre job, mais implicitement, ça revient à vous d'innover et de faire évoluer la boîte. Et surtout, on va vous demander d'être réactif. On va vous demander, pour être productif, s'il y a la moindre emmerde, s'il y a le moindre truc qui tombe, il faudrait que vous soyez capable de le régler en moins d'1 journée. Et la réactivité, ça fait partie de cette productivité qu'on va vous demander, ça fait partie de cette charge de travail qui est implicite dans votre contrat quand vous signez avec quelqu'un. Et le problème, c'est que la réalité de la productivité contre la routine, ça ressemble souvent à ça. Alors oui, parce qu'on est à Blend, j'ai décidé de faire complètement professionnel et de mettre un graphique incroyable. Donc j'ai des stats, histoire de montrer que je suis complètement sérieux. Alors on a en orange le sens de votre vie, et on a en bleu la diversité des tâches. Donc évidemment, hein, c'est des données sûres hein, qui viennent du MIT ou d'un truc incroyable. En gros, ce qu'on se rend compte, c'est que la première année, quand vous rentrez dans votre job, on vous promet pas mal de choses et on vous dit qu'évidemment, les tâches, elles vont changer. Et tout le monde y croit. Et je pense sincèrement que tout le monde est sincère quand on vous dit ça.
Vous allez avoir pas mal de diversité dans votre boulot, ça va être bien, ça va être cool, vous arrivez, vous êtes pumpé, mais comme des oufs, et du coup vous êtes ultra motivé. Sauf qu'à la fin de la première année, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez passé 1 an à faire la même chose. Parce que vous êtes très bon dans ce que vous faites. Et parce que vous êtes très bon dans ce que vous faites, on vous demande de faire ça tout le temps. Et donc vous le faites, et au bout de la 2e année, ça commence déjà à vous courir un peu. Et au bout de la 3e année, quand vous vous rendez compte que la diversité, elle est vraiment pas là dans le boulot, vous êtes tellement spécialisé dans votre truc qu'au final, vous ne faites que ça, ça devient très difficile. Alors le petit bump à la 4e année, c'est généralement quand on a eu une petite augmente. Donc on est repumpé, on se dit que vraiment c'est très très cool. Mais en fait, l'année d'après, on se rend compte qu'en fait, c'était pas un problème d'argent. C'est juste un problème de bien-être au boulot et un problème de bien-être avec soi-même et un problème d'évolution personnelle. Et là, on a un souci. On a un souci parce que c'est ce que j'appelle l'échec de la spécialisation. C'est qu'il y a un moment où vous êtes tellement bon dans ce que vous faites que ça serait débile de vous demander de faire autre chose. Imaginons, je ne sais pas, prenons une techno morte, genre le Java. Imaginons que vous êtes les champions du Java. Dans votre boîte, vous êtes le patron du Java, vous êtes les meilleurs du Java. Pourquoi quelqu'un qui aurait une tâche ultra cool à faire en Python viendrait vous voir pour vous dire « Hey Doudou, ça serait bien que tu arrêtes de faire tes trucs ultra compliqués qu'il n'y a que toi qui es capable de faire pour régler un truc un peu plus fun dans un autre langage que de toute façon, ça aurait été n'importe quel langage, ça aurait été beaucoup plus rigolo que le Java, parce que c'était rigolo. » Personne ne peut faire ça. Parce que vous êtes essentiel à votre boîte et parce que votre spécialisation est devenue essentielle à votre boîte. Parce que vous avez lutté pour ça, parce que c'est des années d'études, parce que c'est des années de pratique personnelle, parce que même d'un point de vue public, sur Internet, vous êtes vu comme le champion du Java. Du coup, vous vous enfermez vous-même dans cette spécialisation qui fait que de toute façon, on ne va pas vous demander autre chose, et ce qui fait que, évidemment, cette routine va s'installer. Mais ce qui va se passer, c'est ce que j'appelle le syndrome du rebel. Alors, si vous ne connaissez pas le rebel, c'est un langage de programmation qui est né en 1997, je crois. Donc autant vous dire qu'en 99, quand vous étiez le meilleur du monde en rebel, vous étiez le roi du pétrole. Vous étiez vraiment le roi du monde. Sauf que ce qui se passe, c'est que donc, en 99, vous êtes le roi du monde en rebel, et jusqu'à ce que vous appreniez en 2002 que le rebel n'est plus maintenu. Bon, du coup, vous avez passé 3 ans à développer une image et à développer des compétences sur un langage qui vient de mourir. C'est con, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait du rebel. Et aujourd'hui, vous étiez content d'être le champion du monde, sauf que ça n'existe plus. Et peu importe ce que vous croyez, peu importe ce qui se passe, et je pense que je peux avoir tort là-dessus, mais tout ce qu'on fait, tous autant qu'on est là, au niveau de nos technos, au niveau de la façon de travailler, il y a un moment, ça va disparaître. Peut-être pas demain, peut-être pas l'année prochaine, peut-être pas dans 10 ans, mais il y a un moment où ça va disparaître. Et à trop capitaliser là-dessus et à trop se spécialiser là-dedans, vous risquez potentiellement de rater le coche quand il va falloir trouver un plan B, quand la techno sur laquelle vous êtes spécialisé, elle va tomber à l'eau. J'espère que ça sera le Java. Et en fait, il y a aussi ce problème de la spécialisation qui est la zone de confort. C'est complètement humain. Okay, la zone de confort, c'est le truc qui fait que quand on a un peu peur et qu'il fait un peu noir et qu'il y a d'autres personnes, instinctivement, on va se rapprocher de ces autres personnes. Parce qu'on a besoin d'être conforté, on a besoin d'être confortable. C'est le truc qui fait que si vous êtes développeur JavaScript et que je vous dis ok, on va faire un jeu, machin, le premier truc auquel vous pensez, c'est du JavaScript. Parce que c'est votre zone de confort, parce que c'est le truc que vous maîtrisez et parce que ça serait dommage d'aller voir ce qui est fait ailleurs et comment c'est fait ailleurs, alors qu'il y a peut-être des langages qui sont mieux adaptés, peut-être qu'il y a des moteurs qui sont mieux adaptés, peut-être qu'il y a des frameworks qui sont mieux adaptés, tout en étant accessible pour vous. Et cette zone de confort-là, elle nous empêche vraiment d'évoluer et de voir ce que font les autres. Et c'est un peu dommage. Mais heureusement, le jeu vidéo peut vous aider. J'avais un jingle là normalement, mais bon, c'est pas très grave. Donc normalement, le jeu vidéo peut vous aider. En fait, une petite vanne sur le CSS, toujours plaisir. Quaternion des matrices de rotation, bref, on s'en fout. Donc le jeu vidéo peut vous aider comme n'importe quel autre hobby à côté, mais celui-là, peut-être un peu plus des autres, à devenir meilleur dans votre job. Parce que même si on ne fait pas partie des mêmes mondes, on utilise quand même pas mal d'outils qui se ressemblent, on a une façon de penser qui est quand même assez proche, sauf que nous, on utilise beaucoup de créativité, mais on a des moyens qui sont relativement proches. Du coup, faire la transition n'est pas si difficile que ça. Ce qui veut dire que devenir performant dans un hobby, voir comment marchent les choses ailleurs avec d'autres contraintes et d'autres choses, peuvent vous rendre potentiellement plus réactif et plus productif dans votre travail.
Donc ce qui peut arriver si vous commenciez, par exemple, à vous mettre à faire des jeux de votre côté, tranquillement, sans aucune pression. Il pourrait arriver que vous commenciez à conceptualiser les choses différemment. Parce que le jeu vidéo, c'est pas de l'applicatif, le jeu vidéo, c'est pas du web. Le jeu vidéo, en fait, a des besoins que vous n'avez pas dans vos métiers de tous les jours. Du coup, vous allez vous confronter à des obstacles et à des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et donc, vous allez être obligé de les comprendre et de les conceptualiser différemment. Et forcément, dans votre vie de tous les jours, ça va vous rendre plus réactif quand il y a un problème qui va tomber dans votre boîte et qu'il va falloir le régler, et que vous serez peut-être la personne qui va lever la main en disant « Ah ben ouais, mais moi ça me fait pas trop peur parce qu'en fait j'ai déjà fait un jeu ». Ouais. Alors faire un jeu, c'est un autre truc, on en parlera un peu plus tard, mais c'est un peu une fierté personnelle. Je pense que ça se rapproche du Hello World, vous allez voir, c'est rigolo. Ce qui peut arriver aussi, c'est de résoudre les choses différemment, parce que les problématiques sont différentes, du coup la façon de les résoudre sont différentes. Les façons de les résoudre sont différentes. Et du coup, ça va vous obliger à réfléchir différemment. Et là où tout le monde va être spécialisé et tout le monde va être formaté avec un courant de pensée et une façon de régler les problèmes et une façon d'anticiper les problèmes, vous serez peut-être le ou la seule à réfléchir suffisamment différemment pour trouver une solution qui sera peut-être plus élégante que les autres. Anticiper différemment, parce que quand vous devez travailler sur vos apps, travailler sur vos services, machin, tout de suite, vous commencez à anticiper les problèmes, vous commencez à anticiper le travail, mais toujours de la même façon. Et bizarrement, c'est toujours les mêmes genres de bugs qui arrivent à la fin, c'est toujours les mêmes genres de problèmes qui arrivent à la fin, parce qu'on s'entraîne et on entraîne notre cerveau à anticiper toujours de la même façon. En allant sur un domaine qui est légèrement différent, avec d'autres problèmes, ça aussi, ça va changer. Mais surtout, vous allez apprendre à trébucher différemment. Et qu'on soit bien clair, j'espère que tout le monde est au courant ici, la meilleure façon d'apprendre et la meilleure façon d'avancer, c'est de se vautrer la gueule. C'est pour ça que les cascadeurs sont si impressionnants, mais c'est surtout la meilleure façon de faire. N'hésitez jamais à vous planter dans quoi que vous fassiez, parce que c'est important. Parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on comprend et c'est comme ça qu'on évolue. Alors, petite note, si jamais par contre vous avez construit tout votre plan de carrière sur du cassage de gueule, c'est plus un conseil psychologique qu'il va vous falloir. Moi, c'est hors de ma juridiction, donc voilà, faites attention à vous, hein, faites pas ça trop longtemps, mais essayez de comprendre pourquoi vous voterez, essayez de comprendre pourquoi votre jeu est pourri, essayez de comprendre pourquoi ça ne marche pas, essayez de comprendre ce que le compilateur essaie de vous dire. Parce qu'on a des compilateurs. Alors là, vous me dites, ouais, ok, d'accord, ça nous intéresse pas mal ton truc, c'est cool, mais comment on s'y met? J'aime bien parler à votre place. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve ça plutôt rigolo parce que généralement, vous êtes chiant et moi, je suis plus... Bref. Donc, l'idée, c'est de toujours avoir un plan. En fait, la première règle, c'est surtout de ne jamais avoir de plan. Ok? Le jeu vidéo est suffisamment con pour vous laisser faire ce que vous voulez. Donc allez-y, vous avez une idée, vous voulez faire un truc un peu tout pourri, mettez les mains dedans, essayez. Okay, tant que votre PC ne prend pas feu, c'est globalement que ça se passe bien. Vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème en fait. Si vous commencez à trop conceptualiser, vous allez finir avec un produit, vous allez finir à faire un business plan, vous allez finir avec quelque chose qui ne vous intéresse pas parce que là, vous repartez sur votre zone de confort. Parce que voilà, vous ne faites pas des logiciels, on s'en fout, quoi. On est là juste pour prendre du plaisir, pour apprendre quelque chose de neuf et pour commencer à faire quelque chose de neuf. Mais n'hésitez jamais de vous mettre en danger pour apprendre et surtout choper du plaisir. Alors se mettre en danger, c'est sûr que ça peut faire peur comme ça. C'est sûr que si dans la vie de tous les jours, votre job, c'est de faire de l'applicatif bancaire, c'est sûr que les bugs, ça peut vous faire flipper. Il faut se calmer, ça reste du jeu, ça reste du hobby, ça reste du plaisir. Okay, des jeux qui sont construits sur des bugs, c'est la norme. C'est ce qui se passe tout le temps, c'est ce qui se passe partout, et c'est des jeux que vous payez 70 balles. Donc, globalement, vous inquiétez pas. Les bugs, c'est normal. Les trucs qui ne marchent pas, des fois, ça fait même le charme du truc. Mais surtout, n'oubliez pas d'apprendre. Et n'oubliez pas d'apprendre de vos erreurs et d'apprendre de l'évolution du truc. Parce qu'en effet, ça devrait être que du plaisir. À la fois, c'est un plaisir certain de jouer au jeu qu'on a fait, mais de surtout voir quelqu'un qui joue à notre jeu et qui dit « c'est vraiment de la merde ». C'est un autre plaisir. Je ne sais pas si vous vous souvenez à quel point c'était cool la première fois que vous avez tapé une ligne de code qui affichait caca, parce que le Hello World, on sait très bien que personne ne le fait maintenant, c'est tout le monde écrit caca. C'est ce genre de plaisir-là. Très honnêtement, quand on voit quelqu'un jouer au jeu qu'on a fait, peu importe le temps qu'on y a passé, on a vraiment l'impression d'être un demi-dieu. Alors, les programmeurs de jeux vidéo ont un ego genre Comac. Hein, c'est parce que, voilà, évidemment, vu qu'on fait partie de l'élite. Mais bref, pour ceux qui ne pourraient pas lire au fond, alors, petit astérisque,
qui dit « Je ne pourrais être tenu responsable de toute frustration, clavier explosé ou PTSD qui surviendrait suite à votre expérience vidéoludique. » C'est mon avocat qui m'a demandé de mettre ça. Je l'ai mis pour me protéger parce qu'on a déjà eu des problèmes. Du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à faire des jeux. La plupart du temps, ça se passe bien. Des fois, non. Mais bref, c'est assez rigolo. Surtout, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est bien de le faire soi-même, mais c'est mieux de le faire en équipe. Parce qu'une équipe qui joue et une équipe qui développe des jeux, c'est une équipe qui se forme. Et comme je vous ai dit plus tôt, on a besoin de tout le monde en fait. Il n'y a pas les graphistes d'un côté et les programmeurs de l'autre. Il faut que tout le monde soit mélangé. Il faut que tout le monde travaille ensemble. Et sur les séances de team building que j'ai eu l'occasion d'animer, il s'est toujours passé la même chose. Il s'est toujours passé qu'il y a un graphiste ou un marketeur qui arrive et qui essaye de résoudre un bug qu'on a, alors que le programmeur qui a l'habitude de son petit confort, de son petit langage, et qui est complètement décontenancé parce que c'est une autre façon de travailler, se pose des questions sur le bug, et le marketeur arrive, et 90% du temps, il essaye de trouver une solution, il propose des trucs qui sont complètement naïfs. Okay. Du coup, 90% du temps, le programmeur fait mais c'est vraiment des cons les marketeurs. Gna gna. Bon, les programmeurs font ça avec tout, globalement, avec tout le monde, mais là, bon, bah, c'était l'occasion. Sauf que le marketeur qui, lui, a une façon de penser différente du programmeur parce que, justement, il évolue dans un milieu différent avec des problématiques différentes, il se trouve que 10% du temps, il propose un truc tellement naïf et tellement basique que le programmeur n'y aurait jamais pensé et qui se trouvait être une solution extrêmement élégante. Et la beauté d'un groupe de travail au niveau du jeu vidéo, c'est quand tout le monde se mélange et quand tout le monde commence à poser des idées, il y a des fois des petites choses qui se passent et c'est vraiment très cool. Ce qui se passe sur le team building, c'est que vous aurez aussi une meilleure préparation. Parce qu'une équipe qui souffre ensemble à faire un jeu vidéo, parce que faire un jeu vidéo, c'est vraiment pas drôle, je vous le dis. C'est pas facile tous les jours, hein. Des fois on pleure et voilà. Mais une équipe qui arrive à faire un jeu ensemble et qui construit un jeu ensemble, okay, aura une meilleure préparation au sein d'une boîte en fait. Parce qu'ils vont commencer à se connaître, ils vont commencer à apprendre leur méthode de travail, ils vont commencer à comprendre leur méthode de travail et ça va leur permettre de travailler beaucoup mieux ensemble et beaucoup plus efficacement. Et surtout, encore une fois, une meilleure cohésion. Parce que quand on sait qu'on peut compter sur tel ou tel marketeur ou tel graphiste, parce qu'on sait qu'ils font le boulot, parce qu'on sait qu'au final, ils ne sont pas aussi cons qu'on pourrait croire, l'inverse pour les programmeurs, mais les programmeurs restent toujours très limités mentalement, mais ça aide à créer une vraie cohésion dans l'équipe. Et une cohésion dans l'équipe, c'est exactement ce qu'on cherche dans la plupart des boîtes. Et c'est justement ce qu'il vous faut pour être mieux dans votre job et pour être plus performant dans votre job. Et là, vous me dites, putain, je suis complètement vendu à ton truc, c'est génial. Ce soir, je me mets à faire des jeux, je vais tout plaquer pour devenir game developer. À ça, j'ai une réponse qui est plutôt simple, ne déconnez pas. Alors, en fait, nous, on a très peu de choses. Hein. On a vraiment très peu de choses. On a le rock'n'roll, on a la créativité et on a aussi l'échec social. Laissez-nous ces trois choses-là, s'il vous plaît. Ok, vous êtes bien dans votre job. N'oubliez pas qu'à la base, l'idée, c'était de vous rendre meilleur dans votre boulot. Okay, c'est pas de le quitter. Okay, le quitter, ça ne vous rendra pas meilleur dans votre job. Okay, restez dans ce job-là, utilisez ce que vous savez faire, utilisez ce que vous avez appris et réussissez juste à évoluer la façon de penser juste à un minimum grâce au jeu et ça se passera bien. Donc ouais, faites des jeux, ne piquez pas notre boulot parce que je conseillerais à personne jamais de quitter son job pour faire du jeu vidéo. Je suis vraiment très sérieux. J'ai déjà du mal à le conseiller à mes élèves qui sont dans des carrières pour faire des jeux vidéo. Donc vraiment, déconnez pas trop. C'est pas un milieu rigolo, vraiment, vraiment pas en France. Donc gardez votre job, tout va bien se passer, mais continuez à faire des jeux vidéo à côté. Et là, on se dit, ok, très bien, comment qu'on fait? Alors, il y a des liens, il y a des bouquins, il y a des vidéos, petit set de choses, plutôt simple. Pour les liens, il y a des forums qui sont très cool. Il y a pour de la culture, il y a notamment le game dev de Stack Exchange, qui est pas du tout comme Stack Overflow qui est fait pour les programmeurs. Là, c'est vraiment pour tout le monde. Vous avez des problèmes de graphes, vous allez sur game dev, il y a quelqu'un qui va vous aider. Okay, vous avez des problèmes de game design, il y a quelqu'un qui va vous aider. Vous avez des problèmes de code, il y a quelqu'un qui va vous aider. C'est des gens qui sont extrêmement pertinents dans ce qu'ils font, extrêmement bons dans ce qu'ils font et qui sauront vous guider, qui sauront vous aider et qui sauront vous rappeler que vos questions sont connes. TickSource, qui est un espèce de gros forum de développeurs indépendants qui montrent un peu leur jeu, qui préparent un peu leurs trucs et qui échangent des conseils. C'est un vivier incroyable de développeurs qui savent faire des trucs plutôt cool
et qui montrent des jeux plutôt cool. On a GameDev.net qui historiquement est la bible du développeur de jeux, donc d'un point de vue plus prog pour le coup. Si vous avez des problèmes de prog, il y a toujours un espèce de gourou caché sur GameDev qui saura y répondre. Et il y a des plateformes de jeux, donc beaucoup de gens doivent connaître Steam, donc c'est des plateformes sur lesquelles on peut acheter des jeux, on peut découvrir des jeux. Donc Steam, c'est vraiment très gros jeu, il y a des indés dessus, il y a des petits trucs, mais je vous conseille vraiment d'aller sur Itch. Itch, c'est un foutoir incroyable de jeux vidéo. C'est des jeux complètement fous. Okay, il y a des jeux très sensés, il y a des jeux très posés, il y a des jeux pour tout le monde en fait. Il y a des jeux intelligents, il y a des lanceurs de caca, il y a des choses mais complètement improbables. Si vous avez genre 5 minutes, vous allez sur Itch, vous cherchez des jeux gratuits, vous prenez n'importe lequel, vous jouez 5 minutes, normalement tout devrait bien se passer. Vous devriez avoir gagné votre journée parce qu'il y a des trucs tellement barrés que c'est extrêmement inspirant. Ils font passer ça sur de l'art, hein, parce qu'ils ont la prétention de se dire que le jeu vidéo c'est de l'art, tout ça, les melons, machin. Mais en fait non, c'est juste un lanceur de caca. Donc il y a des moteurs, parce que ça sert à rien de... Enfin, le nombre de développeurs web que je vois dans les jams qui, quand on dit hey, on va faire un jeu, ils nous disent ouais, on va faire notre moteur de jeu en JavaScript. Et tu lui dis mais non, il y a déjà des trucs qui existent et c'est tout fait, c'est prêt en main. Et donc il y a des gros moteurs comme Unity ou Unreal qui sont des gros moteurs gratuits et accessibles. Là, la plupart des élèves qui étaient là pour la jam, ils ont je crois, tous fait ça sous Unity. Okay, c'est accessible. Vous qui avez une culture informatique, ça devrait aller encore un peu mieux. Ces deux gros moteurs-là sont intéressants parce qu'il y a énormément de communautés, il y a énormément de documentation, il y a énormément de choses dessus. Donc vous ne serez pas perdu et il y a moyen de kickstarter un jeu très très rapidement. Et puis il y a Pico8 qui est un peu mon rayon de soleil. Pico8 en fait c'est 3 ou 4 gars qui se sont dit on va créer un émulateur d'une console qui n'existe pas. Donc ils ont un petit soft qui permet de créer des jeux, à la fois le côté graphique, à la fois le côté sonore et à la fois toute la partie code. C'est ultra limité, c'est ultra limitant, c'est 16 couleurs, c'est 128 par 128 pixels. Du coup, autant dire que c'est dégueulasse à voir, mais c'est des gros pixels qui tâchent et ça fait toujours plaisir. Il y a moyen de partager ça en plein de formats, il y a moyen d'échanger ça sur le net. La plupart des jeux qu'on échange, on a accès au code source, donc c'est super inspirant. Alors, petit spoiler, c'est du Lua, avec des index de tableau qui commencent à 1, donc le suicide. Mais c'est vraiment très cool. Ça coûte 15 $, et c'est vraiment une merveille. Et si vous voulez commencer à bricoler des trucs, il n'y a pas énormément de docs, il y a une belle communauté, mais il n'y a pas des masses de docs. Mais si vous voulez commencer à bricoler des trucs, je vous assure que moi, je me fais plaisir avec ça depuis quelques mois maintenant, et il y a vraiment des trucs très très cool à faire. Sinon, les bouquins, pour les gros intellos à lunettes, on a une série pour les programmeurs qui s'appelle Game Programming Gems, qui est en 8 volumes, c'est des gros bouquins. C'est des bouquins où, en fait, qui sont écrits par des légendes du jeu vidéo, des légendes de la prog, et en fait, qui taclent des problèmes récurrents à certaines époques. Et il y a des problèmes complètement fous. Ça commence à dater un peu, mais je crois qu'il y a des problèmes du genre, dans le premier tome, il y a la problématique de, on a voulu créer un jeu spatial avec plusieurs millions de galaxies possibles et on voulait que tous les joueurs aient le même set de galaxies au même endroit, sauf qu'il fallait que le jeu soit sur une disquette. LOL. Et voilà, je vous laisse réfléchir à ça. La solution est tellement belle et tellement évidente que voilà, moi ça me fait rêver. Pour les procs, c'est vraiment de la belle culture, ça parle de tout, ça parle de gameplay, ça parle de shader, ça parle de rendu, ça parle de maths, ça parle de physique, ça couvre vraiment tout, c'est très très intéressant. Et pour la conception de jeu, donc pour le game design, qui est jeu vidéo et jeu classique, on a Rules of Play qui est un peu une bible et qui peut vous aider aussi sur les parties UX et UI, sur comment attirer le regard, comment attirer le joueur, comment fidéliser le joueur, comment le récompenser, comment lui expliquer que ce qu'il a fait c'était bien, ce qu'il a fait c'était mal. Il y a pas mal de data dedans qui sont plutôt pertinentes et plutôt intéressantes. Et pour les grosses feignasses, il y a des vidéos, okay, 3 petits films, c'est des films qui doivent être enfin les 2 premiers sont à 10 $, le dernier il est gratuit sur YouTube. Le premier s'appelle Indie Game the Movie, alors c'est très mélo, c'est très oh là là on pleure, c'est trop triste, c'est trop dur de faire des jeux vidéo, il y a pas mal de violons, il y a pas mal... Ça suit 3 équipes de développement, okay, qui ont fait des jeux qui se sont vendus à millions, mais littéralement à millions. Et ça suit en fait le process de création de... On est parti d'une idée, on était 2 ans dans un garage, et demain on va sortir notre jeu, et voilà ce qu'on a fait.
plutôt intéressant. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur de pleurer à la fin. On a Minecraft The Story of Mojang. Donc Minecraft, c'est le jeu qui rend fou la plupart de vos enfants, j'imagine. C'est la vraie histoire derrière le jeu qui a été racheté 2 milliards par Microsoft. Et le dernier, c'est Double Fine Adventure. Donc Double Fine, c'est une société qui historiquement fait des jeux assez incroyables d'aventure. Et en fait, il y a quelques années, ils ont monté le premier vrai projet Kickstarter jeu vidéo qui a vraiment marché. Ils demandaient 400 000 $, ils ont levé 3,5 millions. Et en fait, ils ont filmé du coup toute leur aventure pour voir comment ça se passait. Il y a des très très hauts, il y a des très très bas. C'est plutôt cool, c'est plutôt intéressant. Bref, tout ça pour dire que faites des jeux, très honnêtement, arrêtez d'avoir peur, essayez d'être meilleur dans votre boulot, arrêtez de faire du Java, ça va bien se passer. Merci. Si vous avez des questions, j'espère qu'il n'y en aura pas. Merde. D'accord. Bonjour, vous avez parlé du bienfait au niveau team building. Est-ce que vous organisez parfois justement pour des sociétés de journées team building autour de la création de jeux? Est-ce que vous connaissez des entreprises qui font ça? Bonjour. Je peux faire ça pour vous. On peut en parler. Okay. Oui, c'est des choses que je fais. C'est pas mon cœur de métier, clairement, mais c'est des choses que j'aime faire. Parce que de toute façon, vous serez plus malin que mes élèves, donc ça devrait bien se passer. Coucou. Et je vous avais dit de pas venir. Et non, mais oui, c'est des choses que je fais, c'est des choses que je peux organiser et que j'ai déjà fait. Donc, Ok, super, merci. Moi, j'avais une petite question sur quand on commence un jeu vidéo et qu'on n'y connaît rien du tout, est-ce qu'il vaut mieux commencer par appréhender un engine ou une engine, je ne sais pas trop, ou directement le code? En fait, le truc du jeu vidéo, c'est plus une question de logique. Parce que je ne sais pas quel profil vous avez, mais c'est vraiment une logique qui va être différente. Là où le web est vraiment basé sur de l'event, à savoir, on ne fait rien tant que le user n'a pas cliqué sur un bouton. Jeu vidéo, on continue à faire des trucs, même s'il n'a pas cliqué. Et c'est plus cette logique-là à appréhender. Après, commencer à regarder les moteurs type Unity. Enfin, personnellement, je suis spécialisé Unity depuis quelques années là. Il y a des très bons tutos, il y a des très bonnes choses, ça prend les bases vraiment pour la logique. Et je conseillerais de regarder de ce côté-là, ouais, du côté d'Unreal ou d'Unity, en tout cas les tutoriaux de base. Moi, c'est pas une question, c'est juste pour vous remercier de nous avoir rappelé autant de préjugés sur les programmeurs, et entre autres qu'ils sont très mauvais en français, puisqu'il y a une faute d'orthographe dans le deuxième mot de votre titre. Merci de l'avoir remarqué. De rien. Durant votre présentation, vous avez dit qu'il ne faut jamais vraiment faire un plan pour votre jeu vidéo. Mais en tant que RPGiste hardcore, c'est légèrement obligé d'avoir un peu un planning pour un peu déjà... Il y a un problème déjà. Il y a le hardcore. Si on en est là, évidemment il faut un plan, évidemment il faut un truc sérieux, évidemment on va y aller. Là on parle vraiment d'une initiation de gens qui viennent d'un autre milieu, qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer énormément et du coup qui vont... Évidemment, si vous faites un minimum un jeu sérieux, sérieux dans le sens si vous voulez amener un projet à bien et que ça soit joué par des gens, vu par des gens et recommandé par des gens, ou même peut-être le vendre, évidemment il vous faut un plan, évidemment il faut être carré. Après. Et voilà. Mais juste pour, est-ce que vous avez un peu 5 points, vous voulez dire qu'est-ce qui serait important pour commencer un jeu, quels sont les 5 points, 5 facteurs qu'il faudrait prendre en compte? Ne pas se tromper sur la cible, ne pas se tromper sur la motivation, parce que le jeu ne se vendra pas. Ne pas se tromper sur l'équipe et ne pas se tromper sur la taille de projet. Il doit manquer un point. Ne cherchez pas 5 points, je veux dire. 5 points sont demandés, moi j'en donne 5. Hein. Alors je peux passer à 10 si vous voulez. Mais le plus important, c'est de ne pas se tromper sur la taille et l'ambition du projet. En fait, quand on n'a pas l'habitude de faire des jeux, on a vite tendance
à croire que, puisque tous les autres jeux font ça, ça doit être ultra facile à faire et ultra pépère. Il n'y a rien de facile. Il n'y a pas une mécanique qui va être plus facile qu'une autre. Le plus important, si on veut faire un jeu de façon saine et sereine, il faut régler le jeu tout le temps, il faut le faire tester tout le temps, il faut le montrer le plus souvent possible et il faut avoir un retour. Si on reste dans son coin isolé à faire son truc, on va faire un jeu qui nous plaît à nous, ce qui est très bien aussi, hein, moi c'est ce que j'adore faire. Mais si on compte le vendre, c'est un peu compliqué. Donc voilà, il faut juste faire attention au scope et où on va avec. D'accord, merci. Merci Laurent, c'est cool. Arrête, c'est toi qui est cool. Je t'ai connu dans ton ancienne vie quand tu faisais pas encore des jeux vidéo et c'était beau de voir le parcours. Quand j'étais beau. Oui. Je voudrais savoir deux trucs. Est-ce que tu peux nous montrer les trucs que tu as fait, si tu as envie, c'est possible? J'ai rien là, mais... Bon. J'ai annoncé un jeu hier. C'est sur nightcall-game.com. C'est bien. Là, ça je vous conseille. Et puis deuxièmement, est-ce que tu arrives à manger avec l'argent que tu te fais? Oui, c'est pour ça quand je déconseille aux gens de faire du jeu vidéo, c'est qu'en France c'est extrêmement difficile. On est une industrie qui n'est pas reconnue en fait en tant qu'industrie sérieuse, de l'informatique sérieuse, du monde sérieux, des gens qui mettent des cravates. On est vu comme en fait c'est considéré comme un truc de passionné, un truc d'artiste. Donc on est des jongleurs, cracheurs de feu, dresseurs d'ours, trucs comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'en France aujourd'hui, il y a très peu d'offres de jeux vidéo et énormément de demandes parce que c'est un truc de passion, c'est un truc de cœur, c'est un truc qui joue un peu sur l'émotion. Et on a tous envie, la première fois qu'on a découvert un jeu incroyable, de se dire oh, putain, j'aimerais bien faire des jeux vidéo. Et le problème, c'est que vu que c'est extrêmement difficile de rentrer, les plafonds sont vraiment très bas, les prix sont vraiment très bas. Pour information, quand j'ai rejoint une très grosse société de jeux vidéo en France, avec 3 ans et demi d'expérience, avec un bac+5 en ingénierie informatique, j'ai été engagé à 1 450 € net par mois. Donc pas de quoi se payer même une AX. Okay, donc voilà, donc c'est pour ça que si vous avez un job qui est stable, si vous avez une vie qui est stable, si vraiment vous voulez tout plaquer pour faire du jeu vidéo, putain, soyez sûr de vous parce que ça va être chaud, quoi. Alors bonjour, merci pour cette conférence. C'est Cheikh Jaber, étudiant de l'école LDLC. Coucou. Voilà. Alors moi j'avais une question concernant la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ouais. En fait ça arrive et ça fait un petit boom. Et est-ce que vous pensez que ça va relancer le jeu vidéo et repartir de zéro au niveau de la créativité? Alors, relancer le jeu vidéo, comme on peut comprendre la question, pour info, le jeu vidéo, c'est une industrie qui fait plus de bénéfices que l'industrie du cinéma aujourd'hui. Donc au niveau relancé, je pense que ça va, c'est pépère. Après, au niveau de la créativité, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Je pense que personne n'est prêt. Aujourd'hui, il y a très peu d'expériences en VR qui sont intéressantes. Les devices de réalité augmentée, le principal qui est pour moi intéressant, qui est le device de Microsoft, le kit est à 3 000 $. Donc au niveau d'accessibilité, c'est mort. Donc je sais pas. En fait, la VR, c'est un truc, j'ai envie d'y croire à mort parce que, à mon avis, ça va transformer absolument tous les médias. Après, au niveau du gameplay et de l'interactivité avec les jeux, je suis pas certain qu'on soit encore prêt. Voilà. Merci. Bonjour, merci. Qu'est-ce que vous pensez de la vague de gamification qu'on voit en ce moment de partout, où on essaye de faire des softs plus ludiques pour nos utilisateurs et ce genre de choses? Que la gamification, c'est un mot qui vend bien et qui ne veut pas dire grand-chose. Okay. Arrête. La gamification, c'est un truc qui a toujours existé. C'est juste une façon d'expliquer les choses différemment, enfin, de manière plus, entre guillemets, ludique aux gens. C'est des trucs que nous, on fait depuis l'invention du jeu vidéo, à savoir que personne ne s'est jamais posé la question de est-ce qu'il faut aller chercher des pièces dans Mario et est-ce que c'est bien ou c'est pas bien avant de l'apprendre. C'est juste cette chose-là. Et le fait qu'il y ait des sociétés qui s'engouffrent là-dedans, dans le serious game et dans la gamification et des trucs comme ça, c'est très bien. En vrai, c'est très bien. Si on peut changer les façons d'utiliser les choses et les rendre un peu plus ludiques, ça veut dire qu'avant, on faisait des trucs ultra chiants et qu'en fait, il y a moyen de les faire plus simplement.
Après, il y a des bises à faire. Aujourd'hui, la gamification, c'est un biz qui est incroyable en France. Ça génère des millions. Je ne suis pas persuadé que les développeurs de jeux aient forcément leur mot à dire là-dedans, parce que c'est des gens qui trustent un peu le truc et qui, en fait, ont leur conception de la gamification. Et ce qui n'est pas plus mal, en vrai. Mais à part ça, ouais, cette vague, en fait, elle veut juste rien dire. C'était juste un besoin qui a toujours existé, et on a juste mis un mot étrange dessus récemment, quoi. Il y a beaucoup plus de questions que prévu. Une dernière ? Oui, oui. Alors tu disais que... bonjour et merci pour ta présentation. Donc tu disais que l'informatique classique, c'était un truc de mec chiant, et que le jeu vidéo, c'est un truc de mec marrant. Ils sont susceptibles, les mecs chiants. Dis-moi. Donc voilà ma question. Est-ce que tu penses que les mecs qui font du serious gaming ont le cul entre deux chaises ? Non, pas du tout. Je pense que ce sont des... En fait, alors, très honnêtement, hein, faire un jeu vidéo, c'est quand on le fait sérieusement, quand on le fait pour vivre, machin, c'est de la souffrance en permanence. Mais je pèse vraiment mes mots, en fait, parce qu'il y a un côté le besoin de créativité et cet affect qu'ont les joueurs, qui ne sont pas des clients, mais qui sont des joueurs par rapport au jeu qui n'est pas un produit, c'est extrêmement difficile. Quand on sort le moindre jeu, la plupart du temps, les premiers commentaires qu'il y a sur les sites de jeux, quand on a la chance d'y être, c'est des insultes, pour dire que c'est encore de la merde, quoi. Quand tu as passé 4 ans à développer un truc pour te choper, c'est bien de la merde, tu fais ouais, très bien, c'est cool. Et bizarrement, quand vous faites des logiciels de compta, vous n'avez pas trop le problème de gens qui font ah, c'est bien de la merde. Bah non, parce qu'ils vous ont déjà payé, en fait. Le truc, c'est que les gens qui font du serious, en effet, pour moi, ils sont entre les deux. Ils affrontent pas les joueurs parce qu'ils n'ont pas ce côté relationnel et ce besoin de plaire et ce besoin de parler à l'émotion. Et en même temps, ils traitent avec des clients ultra chiants qui vont toujours leur demander de mettre des boutons plus bleus et des photos de chat beaucoup plus grandes. Je sais pas, très honnêtement, je pense, moi, ma vision des choses, hein, le serious gaming, c'est pas du tout un truc rock'n'roll. Le jeu vidéo, c'est de toute façon pas un truc rock'n'roll, mais j'aime bien que vous pensiez que ça allait. Merci.